Bonjour Monsieur Lévy, PDG d'EDF, bonjour. Voilà, et puis Nick Lida, voilà. Donc on s'était dit, je résume, Jean-Bernard Lévy, que ce serait pas mal de confronter à travers deux visions, et puis peut-être qui paraissent comme ça très éloignées, mais finalement avec une convergence peut-être en filigrane qui se développe, et bien deux visions totalement différentes entre donc Nick Leader, Google, et puis vous, président directeur général d'EDF, et pur produit d'une trajectoire française brillante, Vivendi et Thales. Alors, mais je sais que vous êtes modeste. Alors, et je disais combien vous étiez friand d'innovation et combien l'innovation, vous pensiez, pouvait mettre en ordre de marche une entreprise. Exemple, EDF et ses 600 millions d'euros en investissement en R&D tous les ans. Alors, avec Nick, nous avons parlé un peu de Nest, le thermostat, nous avons parlé de Sunroof, et puis on va commencer à aborder un peu le reste de la stratégie de Google en termes de production. Mais là, nous étions encore dans la logique d'être sur une innovation autour des consommateurs, d'accord, autour d'une offre consommateur, notamment un parcours client à travers, bien évidemment, les activités, les propositions digitales de Google. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser en termes de marketing, etc., dans cette innovation et de digitalisation, dans ces innovations de Google? Bien, bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureux de participer à ce débat. Salut Nick, avec lequel nous discutions il y a seulement quelques jours, ici même à Paris. Vous avez dîné ensemble, non? Oui. Voilà, c'est bien, si j'étais bien informé, c'est bien ce qui me semblait. Et c'était quoi le menu? Un peu de kangourou, non? Un peu de, non? Bon, allez. C'est sûr que ce que fait Google intéresse tout le monde, parce que nous sommes tous à la fois passionnés et quelquefois un petit peu aux aguets sur ce que fait Google. Alors pour notre vie personnelle et puis pour notre vie professionnelle. Donc je ne vais pas vous parler des aspects personnels, mais vous parler d'EDF. Je crois d'abord que pour EDF, il y a deux choses à faire. Le premier, c'est une vision défensive. Il faut le faire, il faut être défensif, puisqu'on est un monopole historique, que par définition, on ne peut que perdre des parts de marché. Donc il faut défendre nos parts de marché. Et je voudrais dire que la première mobilisation d'EDF, c'est de défendre sa part de marché en faisant en sorte que nos clients, nos consommateurs soient contents, soient satisfaits. Donc nous suivons très attentivement le degré de confiance, le taux de confiance, par des études permanentes sur la manière dont nous sommes perçus. Et je crois que 92% des Français nous font confiance. Donc ça, c'est un patrimoine formidable, même si on est attaqué parce que la technologie, parce que la concurrence, parce que Bruxelles, parce qu'il y a tout un tas de start-up qui essayent de venir marcher sur nos plates-bandes, mais aussi des grands groupes, d'anciennes sociétés sœurs, comme on dit. D'abord, il faut capitaliser sur la confiance et se mobiliser pour continuer à satisfaire nos clients. Ça, c'est l'aspect défensif. Puis il y a l'aspect offensif, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, on essaye d'être très offensif, ce qui nous amène à être très présent en matière d'innovation. D'innovation vue du côté des consommateurs, et d'innovation vue du côté de la production, du stockage. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Il y a les deux aspects, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez les aborder. Peut-être du côté des consommateurs. Oui, on était là-dessus, oui. Ce qu'on voudrait d'abord, c'est continuer à être perçu, parce que c'est vraiment la réalité, la substance de l'entreprise. Continuer à être perçu comme un groupe qui aide les gens à consommer mieux. Personne ne pense qu'EDF va tout d'un coup se dire aux gens, par exemple, mettez les projecteurs au plus fort pour être sûr que les gens ont très chaud sur l'estrade. Oui. Non, c'est pas le style d'EDF. Et que la consommation de la facture soit élevée. Voilà. La substance d'EDF, c'est aider les gens à consommer mieux. Ça, c'est très fort et c'est ce qui doit nous pousser d'abord et avant tout du côté des consommateurs. Et là, vous pouvez vous inspirer de Google. On peut s'inspirer de Google. On a aussi nos propres programmes. Ouais. On travaille sur le thermostat. Bon, on n'a pas les moyens, nous, d'acheter Nest. Vous l'avez payé assez cher, je crois. Déjà 3 milliards, pour Google. Milliards, nous voilà, c'est ça. Voilà. Nous, on travaille avec des gens qui sont plus à la hauteur de nos modestes moyens. Mais on travaille aussi sur le thermostat. On travaille évidemment sur ce que va nous permettre de faire le compteur Linky que ERDF va installer progressivement dans toute la France. Il y a eu une première expérimentation qui a été très conclusive, très positive. Et on va commencer là juste maintenant
à déployer le compteur Linky dans toute la France. Et ça ne va pas s'arrêter. Et en 2021, on aura installé plus de 30 millions de compteurs Linky. C'est ERDF qui installe les compteurs Linky. Aussi, ouais. Voilà, ils sont disponibles pour tout le monde, pas seulement pour EDF, aussi pour les concurrents d'EDF, mais à nous de savoir utiliser du mieux possible les applicatifs, les applications qu'on va pouvoir mettre dans le compteur, qui est un compteur, je veux dire, il est ce qu'il est, il est robuste, déployé à plus de 30 millions d'exemplaires, prévu pour durer 20 ans, et le plus important, c'est qu'il est flexible, parce qu'il y a la place pour ajouter par des petits modules, hein, d'ajouter des applicatifs. Je vous repasse tout de suite la parole, mais juste avant, Linky, ça vous intéresse? C'est quelque chose où vous pourriez engager une collaboration, je ne sais pas, être dans l'écosystème de près ou de loin ou pas, avec le compteur intelligent, qui va être effectivement déployé massivement en France, tant dans l'électricité d'ailleurs que dans le gaz. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse Google? Oui. Potentiellement, mais je pense que la question c'est est-ce qu'il est, encore une fois, c'est on adore l'innovation qui améliore les choses pour les utilisateurs. Donc la question c'est est-ce que les applications qu'on peut imaginer grâce à ce genre de technologie, oui, bien sûr. Alors, je me retourne vers vous, Jean-Bernard Lévy. Concernant, peut-être qu'on peut passer à l'amont, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur l'aval. Non, juste sur l'aval. Donc, Linky, c'est une brique indispensable, mais ce n'est qu'une brique. C'est ce qui va permettre de développer beaucoup d'innovations ouvertes autour de Linky, et donc à nous de savoir l'utiliser. La troisième chose, je voudrais juste signaler qu'on a lancé, il y a 6 mois, enfin j'étais déjà chez EDF, donc on a lancé il y a peu de temps, un produit qui s'appelle Équilibre, qui est un truc relativement simple, mais qui marche déjà très bien, accessible sur Internet gratuitement, ça ne coûte rien à personne. C'est une petite application qui aide les gens à savoir s'ils consomment leur électricité à hauteur de ce qui est attendu. Ils remplissent quelques informations générales sur leur logement, leur mode de chauffage, etc. Et on leur dit, bah, écoutez, en fonction de ce que vous avez dit, vous consommez comme la moyenne, ou beaucoup plus que la moyenne, ou bien non, vous êtes plutôt un consommateur attentif et vous consommez moins que la moyenne. Donc ça donne déjà un signal très simple pour des millions de personnes qui veulent savoir si finalement leur facture, ils pourraient faire mieux ou pas. Parce qu'il faut se rappeler quand même, pas les gens dans la salle, mais que la majorité des Français, ils surveillent de près leur facture d'électricité. Quelques euros de plus, de plus ou en moins tous les mois, c'est important pour eux. Donc à nous d'être proches d'eux et de leur... Alors, en amont, quelle est la stratégie? Là aussi, on en a parlé, donc on ne va pas faire tout le catalogue, hein, mais quelle est la stratégie globale d'innovation aujourd'hui dans toutes ces techniques qui peuvent exister, jusqu'à la batterie? On va parler de Tesla, par exemple. Je vais vous demander ce que vous en pensez, parce que vous avez votre système que vous développez, Zinc Air. Voilà, quelle est la stratégie globale d'EDF? Notre stratégie, c'est de profiter de notre présence en recherche et développement qui est assez unique chez un électricien. La plupart des électriciens, on les appelle des utilities. On n'a pas en tête que des utilities vont avoir de véritables équipes de recherche et développement. Nous l'avons. C'est un acquis. C'est une force considérable pour activer des tas de solutions dans le cadre de la transition énergétique. Alors elles sont multiples. Je ne sais pas laquelle prendre en premier, mais notre objectif, c'est dans le cadre de l'électricité bas carbone, dont on est déjà évidemment le meilleur exemple, puisqu'on est un électricien avec particulièrement peu d'émissions de CO2, eh bien c'est de multiplier les opportunités de continuer à développer des solutions bas carbone, parce que l'électricité, c'est une solution au problème du changement climatique. On le montre à chaque instant avec notre mix énergétique, et puis on peut faire mieux, et donc on va travailler sur les batteries et sur, d'une façon générale, les systèmes de stockage. C'est un grand domaine. Et un deuxième grand domaine, c'est les grids. C'est très très important. Voir comment on arrive à insérer les énergies renouvelables dans le réseau, dans les deux sens. On a de multiples expériences. Celle de Nice qui est particulièrement frappante. Déjà des dizaines d'installations de photovoltaïque individuelles qui sont couplées à des batteries, couplées au réseau. Et à Nice, on fait des choses avec le soutien de la Commission européenne qui sont très en avance pour l'insertion des énergies renouvelables dans le réseau. Donc voilà deux grands domaines. Et évidemment, il y a la productivité du renouvelable en général. Comment on fait en sorte que les cellules solaires, les éoliennes, la biomasse aient des efficacités, des rendements qui soient meilleurs. Alors, donc on essaye de toucher à tous ces sujets-là. Nick Leader, vous avez décidé d'investir dans Macani, qui est un projet de développement de cerfs-volants pour produire de l'énergie éolienne à plus haute altitude, c'est ça? Oui, ça, c'est un projet. D'abord, ça vaut combien, là aussi, si je peux avoir un chiffre? On n'a pas les chiffres. Pas le chiffre, voilà. Mais c'est conséquent?
je pense, oui. Bon, ouais, ça peut être très conséquent. Ouais, Je vous rappelle juste- qu'ils ont fait 14 milliards d'euros, dollars, pardon, de bénéfices l'an dernier, pardon, c'est-à-dire plus que vous d'ailleurs. Hein, oui. Bon, alors, il faut marcher. Alors, qu'est-ce que les cerfs-volants, qu'est-ce que vous voulez en faire? Bah, je pense que l'idée, c'est si on peut. L'idée avec les cerfs-volants, c'est il peut monter plus haut, 3 fois plus haut que les éoliennes classiques. Et donc, il peut être plus efficace. Mais juste en termes de l'approche de Google sur les questions d'énergie, nos services comme le moteur de recherche ou YouTube consomment beaucoup d'énergie. On est déjà carbone neutre. On a déjà 35% d'énergie qu'on consomme qui viennent des sources renouvelables. On co-investe avec des gens comme EDF aux États-Unis, donc dans les wind farms au Texas, pour notre propre consommation. Et on a pris des engagements de monter jusqu'à 100% d'ici 10 ans, en termes de complètement énergie renouvelable. La priorité... Donc on cherche les technologies aussi pour notre propre consommation, mais l'idée c'est avec les... On n'est pas producteur d'énergie comme EDF, donc je crois que l'approche c'est plutôt co-investissement. La priorité, c'est donc d'investir pour votre consommation, parce que comme je le disais tout à l'heure, vous êtes, je crois, le plus gros consommateur en data center au monde, et donc vous avez besoin, et puis vous êtes dans une logique de NR, évidemment. C'est ça la priorité dans l'énergie pour Google. Exactement. Donc, Ouais. il y a deux choses. Utilisateurs, comment on peut équiper les utilisateurs avec des solutions plus efficaces, et après, c'est les générations pour nos propres consommations. Jean-Bernard Lévy, vous avez signé, donc Nick le disait, au Texas, c'est ça, un partenariat avec Google. Qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre en termes d'associations? Bon, ils ont leur modèle qui peut être qualifié de disruptif par certains, etc. Ou est-ce qu'il pourrait y avoir des partenariats qui pourraient vous intéresser avec Google? Ça, c'est pour le dîner. Oui, mais si vous, Non, plus vous avez mis l'eau à la généralement, bouche, alors bon. Voilà. Non, plus généralement, je vous ai parlé de ce qu'on essaye de faire dans notre recherche interne, mais on est assez admiratif de la façon dont Google s'est tiré parti de toute l'effervescence qu'il y a dans le domaine des technologies, dans l'écosystème des startups. Donc nous, on essaye, mais on a sûrement beaucoup à apprendre, de développer de l'innovation ouverte, open innovation, c'est-à-dire de participer de façon diffuse à la détection des solutions innovantes, des nouvelles technologies, certes, mais aussi des innovations d'usage. La manière d'utiliser ces technologies, la manière de consommer différemment, la manière de gérer tout simplement son bilan énergétique quand on est un particulier, une petite entreprise, quelquefois aussi une grande entreprise, et dans une vision partenariale qui n'est pas complètement dans l'ADN d'EDF, il faut bien le dire, elle est sûrement plus dans l'ADN de Google, vu la manière dont opère la Silicon Valley. Donc là, on a beaucoup à apprendre, on essaye de faire des choses. Depuis 2011, je crois, on a lancé de multiples actions d'innovation ouverte, et là, on a sûrement des choses à apprendre. Alors je me tourne vers vous, toujours au cours de ce même dîner. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez EDF? Je pense qu'il y a des choses qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, tout ce qui est utilisation de puissance des ordinateurs aujourd'hui pour traiter le big data, ça c'est quelque chose, un sujet qu'on connaît très bien. Mais les générations d'électricité, surtout les sources renouvelables, at scale, avec l'échelle que fait EDF, là, on pense que... en fait, l'histoire de Google a changé pendant les derniers 5 ans. Maintenant, on a annoncé les partenariats avec Sanofi, Novartis dans la santé. Et je pense qu'il y a... la vérité, c'est qu'on peut aller plus vite si on fait les partenariats avec les grands acteurs qui ont un savoir-faire et une échelle qui est historiquement très très fort. EDF, c'est un très bon exemple. Alors, Jean-Bernard Lévy, une interview aux Échos le 3 juin dernier, d'ailleurs une co-interview avec Johannes Tyson, le patron de Deon. Le journaliste vous pose la question, avez-vous peur de Google? Et vous répondez, vous fait-il peur? Et vous répondez, il faut être vigilant et innover, sinon nous serons réduits à devenir une commodité. Mais vous n'avez pas dit qu'ils vous font peur. Pour autant, pensez-vous qu'ils puissent un jour se lancer dans votre cœur de marché, qui est de vendre, enfin peut-être de produire et de vendre de l'électricité à travers des places de marché, des plateformes de trading? Produire, j'en doute. Oui. Parce que la production,
ça nécessite beaucoup de capitaux ou beaucoup d'effets de levier. Je ne crois pas que ça soit le métier de Google. Vendre dans l'ubérisation, comme le mot est à la mode, oui, bien sûr. Bien sûr. Y compris en France. Et bien sûr, et on peut agréger de la vente d'électricité à tout un tas d'autres choses, comme c'est le cas aujourd'hui à travers, dans le monde de l'Internet et du téléphone. Le téléphone, plus personne ne regarde une facture de téléphone. On regarde la facture agrégée d'un accès au téléphone et puis à tout un tas de services, Internet, télévision, etc. Bon, et on peut très bien craindre, disons le mot, en tout cas, il faut qu'on soit vigilant sur le fait qu'on ne soit pas réduit à vendre notre production et à perdre le contact avec le client final. Donc la désintermédiation est bien sûr un risque. C'est pour ça que je me suis permis de commencer en vous disant que 92% des Français nous font confiance et que c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, on peut penser que la France, effectivement, vu la réputation d'EDF, le sérieux, la fiabilité, etc., fait en sorte que si Google faisait une offre, ce serait plus difficile à faire passer. Mais regardez effectivement sur les télécoms ce qui s'est passé, comment tout ça a été siphonné. Est-ce que ça peut être quand même dans un pays comme la France, est-ce que ça peut être le cas rapidement? Je crois que oui, je crois que dans la durée, si nous ne faisons pas attention à garder cette confiance et à enrichir ce que nous apportons aux clients, si on ne fait pas une politique de valeur ajoutée, si on se réduit à simplement livrer de l'électricité, eh bien, il y a un risque que nous soyons contournés par des agrégateurs, par des places de marché, et que nous soyons réduits à un rôle finalement bien plus modeste que ce qu'on pourrait faire. Donc on va évidemment se défendre contre ce risque. Ouais, j'imagine. Alors, Nick Leader, pourriez-vous devenir agrégateur ou lancer des plateformes, des places de marché sur de l'électricité vers les particuliers ou vers les entreprises? Donc, le mot jamais, ce n'est pas un mot qu'on utilise chez nous, mais la vérité, c'est quand on regarde la stratégie qu'on déploie actuellement, utilisateur, notre propre consommation. Mais je pense que l'idée derrière la question est très intéressante parce qu'on a vu pendant les derniers 3-4 ans, les gens comme Snapchat, qui sont venus de nulle part, avec pas beaucoup d'infrastructures. Uber, c'est un autre exemple. En fait, avec la nouvelle technologie, on voit que les cartes sont rebattues très rapidement. Et donc, s'il y a une opportunité d'améliorer les choses pour les utilisateurs, offre un service qui n'existe pas aujourd'hui, quelqu'un va le faire. Ça peut être EDF, ça peut être un start-up qui n'existe pas aujourd'hui. Mais je pense que la leçon de donner à 3-4 ans, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Et donc, s'il y a une opportunité innovée, on est tous obligés de le faire parce que EDF, on est concurrents, Google, on en est concurrents aussi, et on voit que ça bouge très, très rapidement. Mais quand je regarde ce qu'on fait déjà avec EDF, honnêtement, je pense qu'il y a plus de faire ensemble qu'en concurrence. Que pensez-vous de la batterie de Tesla? Je vous poserai après la question à Jean-Bernard Lévy. Donc j'ai dit que vous avez votre solution là que vous développez. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment disruptif? Et là aussi, par le stockage, est-ce que ça peut remettre en cause aussi toute une architecture, par exemple, qui est celle d'EDF, par exemple? Honnêtement, je pense que M. Lévy est beaucoup plus qualifié que moi de répondre à ces questions. Oui, enfin, vous avez bien votre idée sur la batterie Powerwall de Tesla, non? Oui, vous avez mis un peu d'argent, non? Oui, on teste. Un petit milliard, c'est rien, un milliard. C'est rien. Pour 1 milliard, t'as plus rien. Je pense qu'on voit qu'il y a des choses à faire dans la production de l'électricité, le stockage. Donc, pourquoi pas tester? Ouais, pourquoi pas tester? Alors, j'ai retrouvé un article dans Sciences et Technologies, Jean-Bernard Lévy, pourquoi la batterie Powerwall de Tesla est vraiment disruptive. Et le journaliste écrit: EDF ne lancera jamais une batterie comme celle de Tesla car elle remet en question la nécessité de son réseau de centrales de production d'électricité, c'est-à-dire l'identité même d'EDF. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis désolé. Il est là, l'article. Il est dans la salle, non? Oui. Donc je vais. Non, il n'est pas dans la salle. Je vais pas. Non, mais cette idée, que c'est vraiment disruptif. Et... Je pense que le stockage est un point essentiel, est une interrogation essentielle sur les systèmes électriques de demain, je dirais même d'après-demain, parce que ce n'est pas tout de suite qu'on arrivera à faire du stockage compétitif. Voilà, je crois que Tesla est une bonne technologie pour la décennie 2010. Nick Leader, qu'est-ce que vous pensez du nucléaire?
Je n'avais pas prévu cette question. Vous voulez répondre? Non, sans rire, au-delà de la plaisanterie, Non, ce qui a vraiment fait la preuve de son efficacité en France, on a tous le ratio de production électrique par le nucléaire, évidemment, qui est une fierté dans notre pays, mais enfin, bon, c'est vrai, avec des interrogations sur le très très long terme. Donc, Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire? Le travail qu'on fait actuellement chez Google, c'est plutôt solaire et le vent. C'est les sources renouvelables qui sont stratégiquement, qui sont moins sensibles. Mais est-ce que le nucléaire, c'est par idéologie de la Silicon Valley, etc., que vous n'y êtes pas favorable, ou parce que vous ne croyez pas sur le long terme? Voilà, qu'est-ce qui fait que, puisque vous regardez tout, ben ça, vous n'y êtes pas? Je suis en train de creuser un trou là. Ouais. C'est pas un sujet pour nous. Ouais, c'est pas un sujet. Jean-Bernard Lévy, le nucléaire reste évidemment chez EDF au cœur du business model, le nucléaire, et finalement au cœur aussi de son innovation de demain. D'abord, c'est parce qu'on a un bon mix aujourd'hui de Ouais. nucléaire et de renouvelables, et j'inclus l'hydraulique, il ne faut pas oublier. Hein. On a un peu d'hydraulique en France, il y en a qui en ont plus, mais il y en a qui en ont moins. Notre mix de nucléaire et de renouvelables permet aujourd'hui de démontrer jour après jour qu'on peut être un électricien qui n'émet pratiquement pas de CO2. On émet 10 fois moins de CO2 que la moyenne des électriciens européens. 10 fois moins de CO2. Le nucléaire, évidemment, il prend toute sa part. Le renouvelable, il génère des problèmes d'intermittence. Le nucléaire, c'est le contraire. On peut le gérer, et on le montre chaque année, en faisant en sorte que le nucléaire soit disponible au moment où on a le plus besoin, c'est-à-dire l'hiver et au moment de la pointe. Et donc le nucléaire, il nous apporte une base que l'on vend. On vend toute notre production d'électricité nucléaire et il nous rend des services inestimables pour être sûr de notre qualité d'approvisionnement, pour être certain que malgré l'intermittence des renouvelables, nous n'avons pas de problème d'approvisionnement et nous continuons à émettre très peu de CO2. Donc nous allons investir et continuer à investir dans le nucléaire parce que c'est essentiel pour nos équilibres économiques, pour la sécurité d'approvisionnement et pour continuer dans une politique et même développer davantage une politique bas carbone. Néanmoins, nous allons garder un maximum de flexibilité pour investir davantage dans le renouvelable. Pour l'instant, ce renouvelable est intermittent. Peut-être un jour, on pourra davantage stocker. Ce n'est pas le cas dans les années qui viennent. Peut-être à l'horizon de 10 ou 15 ans, il y aura de tels progrès qu'on pourra remettre en cause l'organisation du système électrique. Donc on investit dans le renouvelable. On est d'ailleurs aussi le premier Européen dans le domaine des énergies renouvelables. On ne le sait pas toujours. On est le premier électricien, mais on est aussi le premier Européen dans les renouvelables et on va continuer à investir. Oui. Et je crois qu'il faut, comme le dit très bien Ségolène Royal, il ne faut pas opposer les énergies entre elles. Il faut regarder comment elles se complètent pour avoir un système électrique performant qui réponde aux missions qui sont les nôtres, que l'électricité fonctionne en permanence et qu'elle soit aussi bon marché que possible pour les gens. Et la ministre citait ce matin d'ailleurs votre engagement en horizon 2030 de doubler la capacité, c'est ça, en ENR. On va conclure parce que l'après-midi a été long, puis je crois que vous avez un engagement proche. Qu'est-ce que vous admirez chez EDF? Nick Leader, pardon. Qu'est-ce que vous admirez chez EDF? Je le disais, la journée a été longue. Est-ce que vous aviez idée de ce que ça représente en France quand vous êtes arrivé, du symbole qu'il y a autour, de cette espèce d'excellence qu'on a pu avoir par EDF et de fierté par EDF? Et puis tout d'un coup, vous arrivez. Oui, je suis très sensible à ce sujet parce qu'on voit l'histoire de la France avec EDF, mais aussi les grands acteurs dans l'aérospatial, des Minitel. C'est un pays avec une histoire d'innovation dans la technologie qui est assez incroyable, assez unique. Et je pense que le rôle de Google France, c'est si on peut être un pont entre la Silicon Valley et tout ce qui se passe chez Google, mais dans la Silicon Valley et un pays comme la France, je pense que les opportunités pour la France dans le numérique sont juste colossales. On parle de centaines de milliards d'euros de PIB en termes de l'impact que le numérique peut avoir. Et je pense que la France a tous les atouts, la qualité des ingénieurs. C'est un pays riche, avec beaucoup de moyens. Je pense que la posture vers le numérique, la France a tout à gagner, honnêtement. Et j'étais convaincu en arrivant et je reste convaincu. Ouais.
La France a tout à gagner, EDF a tout à gagner avec le numérique? Oui, certainement, oui. Il y a peu de défis aussi importants que pour nous de nous adapter à ce monde qui est très différent de celui dans lequel on est né, on a prospéré dans un monde très, très hiérarchisé, très grand programme qui a très bien fonctionné, puisqu'on a rempli notre mission, je crois, on ne peut mieux, mais il faut qu'on arrive à se transformer. Le numérique est un vecteur d'efficacité, mais aussi un vecteur de transformation de la culture d'entreprise. Et c'est pour ça que je crois que nous devons beaucoup apprendre de Google, mais d'une façon générale, de tous ceux qui sont des natives, comme on dit, hein, qui sont nés dedans et qui vont nous aider à progresser. Et pour ça, il faut aussi que l'entreprise s'ouvre et j'espère qu'on va y arriver. Eh ben, merci à tous les deux. Je pense que c'était intéressant de conclure. Voilà, on va les applaudir chaudement. Jean-Bernard Lévy, merci. Et puis Nick Leader, voilà, j'ai entendu un bravo. Ben, merci à eux parce que je pense que c'était pas mal de finir sur cette note, voir quelle convergence finalement on pouvait obtenir sur des modèles qui semblent tellement dissemblables en théorie. Merci à vous tous les deux.